Encore et toujours des morts au parc national des Virunga. Une énième attaque des rebelles a fait 6 victimes parmi les éco-gardes de ce patrimoine mondial. La consternation est totale dans les rangs des partisans de la conservation, ces groupes armés qui créent mort et désolation. Le One Planet Summit a vécu ce lundi 11 janvier 2021 à Paris en France. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est félicité des avancées réalisées par son pays dans le cadre, bien sûr, de la conservation, dont 14% du territoire national sont déjà consacrés à cette fin. Outre le président Tshisekedi, vous suivrez dans cette émission le président français Emmanuel Macron et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui sont intervenus lors de ce One Planet Summit consacré à la biodiversité. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine environnemental et du développement durable, RDC Environnement. Les détails, c'est tout à l'heure, après ceci. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Je vous le disais, dans le sommaire, le parc national des Virunga n'a pas encore fini de compter ses morts. Dimanche 10 janvier 2021, 6 éco-gardes sont tombés sous la barbarie des rebelles, alors que ces vaillants soldats de ce patrimoine naturel assuraient la protection de ces joyaux de la biodiversité. Regardez les détails dans ce reportage. Parc national des Virunga, joyau de la biodiversité. Dimanche 10 janvier 2021, des éco-gardes sont encore tombés sous les coups de la barbarie des rebelles. 6 éco-gardes commis à la protection de ce patrimoine mondial sont morts au cours d'une attaque perpétrée par des hommes armés identifiés comme des Congolais du groupe des miliciens Maï Maï dans le secteur centre. Une embuscade leur aurait été tendue. Eric Bachekere, Abdoul Souroumoué, Regan Manemo, Alexis Kamate, Innocent Paloukou et Prince Nzabonimpa étaient en patrouille le long de la clôture électrique du parc en cours d'aménagement. Un autre Faustin Rougania Nyonzima est blessé et est soigné à l'hôpital de Goma. Cette énième attaque est intervenue entre Niami Tuitui et Fob Niami Lima, précisément à Kabouendo, dans le secteur centre du parc de Virunga. C'est vrai qu'à l'est du pays, les aires protégées constituent la tanière, c'est le terme que vous avez utilisé, pour les groupes armés, les bandes armées, puisqu'on ne doit pas les considérer comme des entités normales. Voilà. Et donc ces entités qui causent beaucoup de dégâts, tant sur la biodiversité, puisque les groupes armés trouvent en désert protégé, non pas seulement le refuge, mais aussi la possibilité de pouvoir survivre. C'est de là qui tirent la survie pour l'alimentation. Ils mangent les animaux qui sont là-dedans. C'est de là aussi qu'ils trouvent les profits pour s'acheter les armes. Ils tuent les éléphants, vendent les ivoires, ils coupent le bois et font le braise et les vendent. Et c'est de ces profits qu'ils trouvent la possibilité aussi, je pense qu'il y a bien d'autres sources de financement pour continuer à faire la guerre, mais les capitales naturelles qui se trouvent dans les aires protégées constituent aussi le profit des bandes armées. C'est ainsi que, apparemment, la chose ne s'arrête pas, que les cycles continuent, puisque ils sont là, dans certains sites, par exemple, je pense dans le Virunga, ils font même l'exploitation minière. Et donc, ils trouvent le moyen qui leur permettent de rester, d'être actifs. Et non pas seulement les groupes armés, mais aussi des braconniers. Des braconniers, le braconnage a quitté le stade traditionnel, villageois, et il est devenu international. Et des braconniers à valeur internationale arrivent dans nos aires protégées, par exemple dans la Gamba, avec hélicoptères, avec des lance-roquettes, avec parfois des armements qui puissent être mieux que ce que dispose l'armée. Les aires protégées puissent constituer ce qu'on appelle des pôles de développement. Là où il y a une aire protégée, que des services de l'État, les services, le bien de première nécessité puissent exister et à travers leurs protégés.
que la population y trouve l'éducation, la santé, l'emploi. Et si ces choses-là sont assurées par rapport à la population qui jouxte une aire protégée, l'aire protégée ne sera plus un grenier, mais ça sera une mine d'or. Et la population va la protéger. Ces joyaux de la biodiversité a besoin d'une protection tous azimuts pour assurer le développement du pays. Les parcs nationaux et aires protégées ne doivent pas en tout cas demeurer des tanières des groupes rebelles, mais plutôt des pôles de développement, comme l'a dit en tout cas Henri-Paul Eloma dans ce papier de reportage que vous venez de suivre. L'actualité environnementale au niveau international reste dominée par le One Planet Summit consacré à la biodiversité, organisé à Paris sous l'égide du président français Emmanuel Macron. Plusieurs chefs d'État, de gouvernement et autres structures ONG sont intervenus pour donner de la voix au cours de ce rendez-vous pour chercher des voies et moyens de sauver notre planète. Je vous propose d'abord l'intervention du président français Emmanuel Macron qui pense que le monde peut changer la donne s'il se décide, car notre avenir et celui de la planète dépend de ce que nous faisons ici et maintenant. Voici l'intervention du président français Emmanuel Macron à cet événement, le One Planet Summit, dans cet extrait choisi par votre magazine. One Planet Summit pour la biodiversité. Vous le savez, le premier One Planet Summit s'est tenu à Paris en décembre 2017 avec un objectif qui est de consolider des coalitions concrètes, des actions, des engagements, avec un système aussi de suivi pour s'assurer que tout ça est véritablement suivi des faits. Et le One Planet Summit d'aujourd'hui a pour but véritablement de consacrer ces liens entre notre humanité avec la nature et l'environnement que nous habitons. Il y a près de 2 ans, l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, dont je veux vraiment saluer le rôle, l'engagement, la force, présentait ici même sa première évaluation mondiale en établissant les faits sur la surexploitation de notre planète, la dégradation considérable de l'environnement terrestre et marin et l'extinction des espèces. Le constat scientifique, il est sans appel, il a été fait début 2019, nous le connaissons. Ce que nous savons aussi de façon encore plus évidente du fait de la crise que nous vivons, c'est que toutes nos vulnérabilités sont liées. Les pressions exercées par la nature, par l'activité humaine accroissent les inégalités, menacent notre santé et notre sécurité. Et c'est à une transformation profonde et rapide que notre modèle de développement, que nous sommes précisément appelés. Ce que nous savons enfin, c'est que nous pouvons changer la donne si nous le décidons. Chacun l'a ressenti en voyant comment, quand l'activité humaine telle que nous la connaissons s'est un peu et pendant un temps suspendue à cause de la pandémie, la nature a pu reprendre ses droits sur nos littoraux ou au cœur même de nos villes. Ce sentiment n'avait rien à donner, il nous renvoyait d'un seul coup à une réalité évidente. Notre avenir et celui de notre planète dépend de ce que nous faisons ici et maintenant. Nous devons le faire, nous avons les moyens de le faire et il est dans notre intérêt à tous de le faire. Les Nations Unies nous le disent, les opportunités émergentes dans la nature peuvent créer 191 millions d'emplois d'ici 2030. Les forêts, les océans, les écosystèmes intacts sont des puits de carbone efficaces qui nous permettront de tenir nos ambitions climatiques. Et la nature nous offre des solutions pour développer une agriculture durable, fournir des services économiques et financiers, préserver notre patrimoine, nos patrimoines, nos cultures. Et donc, cet agenda pour la biodiversité que nous allons traiter aujourd'hui a évidemment des synergies massives avec la lutte contre le réchauffement climatique, avec la lutte contre les grandes famines qui sont aujourd'hui à un niveau exceptionnel sur notre planète, avec la lutte pour le développement, la stabilisation d'écosystèmes. Et nous y reviendrons dans quelques instants. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est agir ensemble et acter des engagements profondément transformants, concrets et vérifiables, des acteurs publics et privés, des acteurs étatiques et de la société civile. Avec les Nations Unies, nous avons engagé cette dynamique pour ne plus attendre avant de passer à l'action. C'est absolument impératif. Sur la biodiversité, la communauté internationale avait défini en 2010 les engagements d'Aichi.
10 ans plus tard, le constat est sans appel. Pas un seul des 20 objectifs qui allaient de l'arrêt de l'extinction des espèces à la réduction de la pollution et à la préservation des forêts n'est atteint. Il nous faut regarder en face cet échec, pas du tout pour crier au drame ou pour le contempler ou avec une fascination quelconque pour le désastre, juste pour accélérer notre action avec des choses très concrètes et un suivi réaliste de celle-ci. Et commencer l'année 2021 avec ce One Planet Summit est très important parce que c'est l'année de la réconciliation de tous nos défis. Le Congrès mondial de la nature, en septembre à Marseille, la COP biodiversité à Kunming, la COP de Glasgow pour justement la lutte contre le réchauffement climatique. Et j'espère ce sommet de toutes les COP, puisqu'il y a cette convergence en 2021 autour du secrétaire général et avec l'ensemble justement de nos partenaires, de nos amis, de toutes celles et ceux qui font la communauté internationale. C'est pourquoi nous avons décidé de commencer cette année par des actions avec 4 priorités et thèmes d'action concrètes. Premièrement, sur la protection des espaces terrestres et maritimes, pour mettre la nature sur la voie de la régénération en protégeant de façon effective 30% des terres et 30% des mers. C'est d'autant plus essentiel que si nous n'agissons pas pour préserver les écosystèmes, nous ne pourrons pas tenir les engagements que nous nous sommes fixés sur le climat. Deuxièmement, sur l'agroécologie, qui est absolument critique pour permettre à la fois la protection de l'environnement, notre sécurité alimentaire et la réduction des inégalités, pour transformer aussi de manière structurante notre modèle collectif de développement. On y reviendra dans un instant dans le cadre de la première séquence. Troisième point, sur la mobilisation des financements publics et privés, qui sera le nerf de la guerre sur la biodiversité, comme ça l'est sur le climat. Et quatrièmement, sur la protection, enfin, des forêts tropicales, des espèces et de la santé humaine. À l'été 2019, les incendies qui avaient ravagé l'Amazonie ont éveillé le monde sur la destruction par l'homme d'un patrimoine commun de l'humanité. Nous avons agi par l'Alliance sur les forêts tropicales en Afrique comme en Amérique latine, mais il nous faut consolider ces efforts, voir plus loin et agir aussi, parce que c'est l'une des principales leçons de cette pandémie, sur tout ce qui constitue la santé de notre planète et les liens également entre ce combat et celui pour la santé mondiale. Voilà, c'était là donc Emmanuel Macron, le président français au One Planet Summit de ce lundi 11 janvier 2021. Une autre intervention, c'est celle du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour qui préserver la biodiversité à l'échelle mondiale peut créer des emplois, soit 180 millions d'emplois d'ici à 2030. Le monde n'a atteint aucun objectif de biodiversité en 2020, comme a dit Antonio Guterres, même si un nouvel élan est en train de naître. L'objectif pour les Nations Unies en 2021 est de construire une coalition mondiale pour la neutralité carbone. Je ne vous en dirai pas plus. Je vous laisse suivre le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans cet extrait sélectionné par votre magazine. 2021 doit être l'année de la réconciliation entre l'humanité et la nature. Jusqu'à présent, nous avons détruit notre planète. Nous en avons abusé comme si nous en avions une autre de rechange. Les ressources que nous utilisons demanderaient 2 planètes, mais nous n'en avons qu'une. Si on faisait une comparaison par rapport à une année calendaire, eh bien, en cours des dernières 0,2 secondes, nous en avons utilisé 1/3 des ressources. Et maintenant, la nature reprend ses droits, les températures atteignent des records, la biodiversité s'effondre, les déserts s'étendent, il y a des événements climatiques de plus en plus extrêmes, nous sommes fragiles. Et la Covid-19 a coûté la vie à plus de 1,8 million de personnes et a détruit les économies. Et pour la première fois lors de ce siècle, la pauvreté s'accroît, les inégalités se creusent et tout en reconstruisant, on ne pourra pas revenir à ce qui était la normale par le passé. Il nous faut des politiques intelligentes, les bons investissements pour raviver nos économies et les reconstruire de manière plus résiliente. Les innovations dans l'énergie, dans le transport peuvent permettre une reprise durable et une transformation économique et sociale.
et des solutions qui reposent sur la nature, comme la Grande Muraille Verte pour l'Afrique, sont très prometteuses. Préserver la biodiversité à l'échelle mondiale, cela peut créer des emplois. D'après le Forum économique mondial, cela pourrait créer 191 millions d'emplois d'ici 2030. Mais le monde, pour l'instant, n'a atteint aucun des objectifs de biodiversité prévus pour 2020. Et la biodiversité, en fait, manque de 711 milliards de dollars d'ici 2030. Donc le financement durable est essentiel si l'on veut une transition pour s'éloigner des secteurs polluants. La rencontre prévue à Kunming en Chine sera une étape décisive pour mettre en place un cadre post-2020 pour la biodiversité et pour arrêter la crise des extinctions. Et un nouvel élan est en train de naître. De nombreux grands émetteurs se sont engagés à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. L'objectif principal des Nations Unies en 2021 est de construire une véritable coalition mondiale pour la neutralité carbone. Chaque pays, ville et entreprise doit adopter une feuille de route ambitieuse pour atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Et le temps est venu de mettre un prix sur le carbone, d'arrêter de construire de nouvelles centrales à charbon, de mettre fin aux subventions pour les énergies fossiles, de transférer la charge fiscale des contribuables aux pollueurs et d'aligner les flux financiers publics et privés avec les engagements de l'accord de Paris et les objectifs de développement durable. Et aussi, il faut intégrer l'objectif de neutralité carbone dans toutes les décisions économiques et fiscales. Et nous devons aider les plus vulnérables, celles et ceux qui souffrent déjà des effets du changement climatique et de la perte de la biodiversité. Aujourd'hui, les efforts d'adaptation ne représentent que 20% du financement climat. Et seulement 14% de la finance climat est dédiée aux pays les moins avancés. C'est très insuffisant, notamment pour protéger les petits États insulaires dont l'existence même est menacée. Chacun doit faire beaucoup plus. Le COP 26 ne peut pas être un autre rendez-vous manqué, comme la réunion de Kunming ne peut pas être un autre rendez-vous manqué. Depuis 3 ans, le One Planet Summit permet de rassembler les acteurs privés, publics et la société civile autour d'initiatives concrètes au niveau des pays et au niveau global. La coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples, qui sera lancée formellement aujourd'hui, en est le parfait exemple. Chers amis, nous entamons une nouvelle année sous le signe de l'espoir. Ensemble, saisissons l'occasion pour construire un monde plus sûr, plus équitable et plus durable, et je vous remercie. On va terminer cette actualité du One Planet Summit avec l'intervention du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, lui, a axé son intervention sur la préservation de la biodiversité. Et le pays y a déjà consacré 14% du territoire national, ce n'est pas rien en tout cas, avec comme objectif 18% à l'horizon 2030. La lutte contre la dégradation des terres est également en marche. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au One Planet Summit. Je me tourne maintenant vers Monsieur Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Quel rôle, selon vous, les pays producteurs peuvent-ils jouer dans la facilitation des chaînes d'approvisionnement durable? Et je reviendrai vers Monsieur Route s'il souhaite s'exprimer plus tard. Merci de m'avoir invité. Mon propos va s'axer sur 2 principes, les actions et les engagements de la République démocratique du Congo en matière de protection et de préservation de la forêt tropicale. Ces engagements peuvent être déclinés à 3 niveaux, juridique, politique et socio-culturel. Tout d'abord, après avoir pris conscience du fait que le changement d'affectation des terres entraîne la perte d'habitat, une dégradation des terres, une érosion de sol, une diminution des réserves d'eau potable et l'émission de carbone dans l'atmosphère, la République démocratique du Congo s'est investie à renforcer le cadre juridique de protection des forêts et de lutte contre la déforestation. À cet effet, nous avons promulgué un code forestier qui pose les principes fondamentaux en matière de gestion et de protection des forêts.
Ce texte reconnaît et garantit aux communautés locales et aux petits exploitants des droits d'accès aux forêts et aux arbres dans l'objectif non seulement d'éliminer la pauvreté, mais aussi de leur imposer une approche à long terme de la gestion forestière pour impulser davantage la transition écologique et lutter contre la déforestation. Nous venons de créer une agence, l'Agence congolaise de transition écologique et du développement durable. Ensuite, la République démocratique du Congo, qui a une couverture forestière estimée à 155 millions d'hectares, représentant près de 10% des forêts tropicales mondiales et plus 47% de celles d'Afrique, et qui aligne une biodiversité caractérisée par un complexe végétal imposant et un faciès varié et rare, a adopté des politiques visant à préserver les forêts contre le déboisement et à encourager et à inverser le processus de la dégradation des terres et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. À titre d'exemple, nous nous sommes investis dans la préservation et dans la création des aires protégées, dont le réseau couvre environ 14% de l'étendue du territoire national, avec une ambition de l'étendre à 17% à l'horizon 2030. Voilà, c'était là donc Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au One Planet Summit consacré à la biodiversité. On va terminer cette émission avec la rubrique événements à venir. Quels sont les grands faits qui vont faire l'actualité environnementale dans les jours à venir? Sachez que le 14 janvier 2021, en webinaire, il va se tenir donc des approvisionnements responsables pour lutter contre la déforestation. C'est organisé par l'Alliance pour la préservation des forêts. Ce sera donc, comme nous l'avions dit, le 14 janvier 2021. Du 17 au 26 février 2021, ce sera la 24e session informelle en préparation de l'organe subsidiaire chargé des questions scientifiques, techniques et conseils technologiques, OSAT7 en sigle. Du 8 au 14 mars 2021, la session informelle en préparation de l'organe subsidiaire des mises en œuvre, SB3, sera organisée. Du 17 au 30 mai 2021, ce sera la COP 15 consacrée à la biodiversité et ce sera à Kunming en Chine. Du 24 au 28 mai 2021, avoir lieu en République de Corée sous le thème « Construire un avenir vert, sain et résilient avec les forêts ». Et enfin, du 26 au 28 mai 2021, toujours dans le cadre des activités consacrées à la forêt, ce sera le Carrefour international du bois qui va s'organiser à Nantes. Nous sommes là en France. Voilà donc les quelques faits qui vont faire l'actualité environnementale à travers le monde dans cette rubrique événements à venir. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi cette livraison environnementale de ce jour. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission qui reviendra bien sûr la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Prenez soin de vous et prenez soin de votre environnement pour une planète vivable.